Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les entiers relatifs et leur représentation dans Coq. Vous pourrez répondre enfin à la question suivante, et je suis sûr que vous en mourriez d'envie. Sinon, j'ai des photos de chats et des cookies. J'utiliserai ce contexte pour continuer à jouer avec l'induction simple, et on passera aussi à l'induction forte, tout en évoquant l'induction bien formée. On parlera aussi de conversion et de représentation binaire, qu'on stockera dans des listes de booléens. Pour cela, je vous présenterai le minimum viable pour la manipulation des listes dans Coq. Avant de continuer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo. Vous connaissez tous Novium et leurs incroyables stylos lévitants, comme le Overpen Interstellar. Eh bien, voici le dernier né de mon sponsor Antiquium, qui ne s'arrête pas à 23,5 degrés, mais atteint le zéro absolu. Et si j'en crois Yoga, c'est plutôt bon signe. Je les remercie, vous pouvez utiliser le lien en description avec mon code codec, pour obtenir l'équivalent de l'angle en réduction. Je remercie froidement Antiquium de soutenir la chaîne. Revenons rapidement sur les entiers naturels d'Hancock. Et si c'est trop rapide, n'hésitez pas à visualiser les épisodes précédents de la série. Vous êtes revenus? On reprend. Je vais me placer explicitement dans le scope des nat. On a vu que, dans ce cas, 1 sera de type nat. Si on demande à Coq d'afficher plus de détails, via le raccourci Alt-Shift-A, on a le rappel que 1 n'est qu'un sucre syntaxique. L'idée est que chaque nombre que vous allez écrire n'est qu'une suite d'appels au constructeur S de nat. Et donc, 5 est le sucre syntaxique de S, 2S, 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 2, 0. Techniquement au majuscule. Bref, 5 est le cinquième successeur de 0. Et c'est pour ça que les entiers naturels sont simples. Ils sont soit 0, soit un des successeurs de 0. Si je définis ce but, on sait qu'on va pouvoir le prouver simplement avec la tactique Reflexivity. Et en effet, on a vu plusieurs fois que l'addition et la notation infixe de la notation préfixe qui utilise natad, fonction récursive qui retourne 0, ou un des successeurs du retour de l'appel récursif, qui finira donc bien par renvoyer un 0. Autrement dit, faire la somme de deux nombres revient à faire la somme des occurrences du nombre s dans chacun des membres. C'est ce que fait le cas récursif en prenant le s de n et en l'ajoutant à la sortie des natades. Et ce jusqu'à ce qu'on ait atteint la valeur 0 pour n. Et m, vu que c'est un nat aussi, a forcément le format suivant. Bref, le résultat est bien une succession de s qui se termine par un 0. Et il y aura autant de s que la somme n plus m. Potentiellement aucun d'ailleurs, pour 0. Et c'est pour ça qu'une égalité entre une somme et un nombre peut se démontrer par réflexivité, et que Coq peut simplement nous faire ce calcul. Et d'après vous, comment est-ce que Coq fait pour prouver une inégalité entre deux entiers naturels? Je vous laisse y réfléchir pour le moment, et on va passer aux entiers relatifs, z. Pour accéder au lemme et type relié au type z, il est nécessaire d'importer ces modules. Si on affiche les nombres 0, 1 et 2, en affichant les détails, on trouve cette sortie. Ils sont tous de type Z, et c'était prévu étant donné qu'on est dans le scope Z. Il y a un constructeur pour 0, comme il y en avait un pour le type nat. Il y a aussi un constructeur qui permet de produire les nombres suivants, comme il y en avait un pour nat. Cependant, il y a déjà une différence notable. Les entiers naturels étaient représentables uniquement à partir des deux constructeurs S et O majuscules. Toutefois, si on regarde la représentation interne de 2, on constate qu'on a des x0 et xh, dont je parlerai plus tard, mais d'abord, laissez-moi faire la même chose pour -1 et -2. On constate que 2 et -2 sont construits avec les mêmes arguments, mais diffèrent par leur constructeur. On remarque aussi que le constructeur de 0 n'est pas utilisé pour construire ni 1 ni -1. C'était possible pour Nat, car le type du constructeur pour 0 était le type de l'argument de S, mais le type Z est défini différemment. C'est toujours un type inductif, toutefois il possède trois constructeurs. Z0 est évidemment de type Z, et représente le chiffre 0. Les deux suivants sont zpos et zneg, qui, comme vous le constatez, prennent un argument de type positive. Ce qui exclut d'ailleurs z0 en tant qu'argument de zpos et zneg. Avant d'aller plus loin, on va regarder ce but, et la commande destruct. Appliquée à n, elle fournira deux sous-buts, car nat a deux constructeurs. Appliquée à z, elle fournira trois sous-buts, puisque z a trois constructeurs. Et comme ce but est faux, revenons à ses constructeurs. Et si vous êtes surpris que zpos et zneg prennent un argument de type positive, rappelez-vous que les entiers négatifs sont juste les entiers positifs avec un symbole moins devant. Bref, positive va nous permettre de construire les nombres entiers,
Et si on stocke ces représentations dans un objet de type zpos, alors ce sont des nombres entiers positifs. Et si on stocke ces représentations dans un objet de type zneg, alors ce sont des nombres entiers négatifs. Et le type positif est le suivant. Il définit trois constructeurs. Le premier, xh, est tout simplement le nombre 1. Les deux autres sont des fonctions qui prennent un argument de type positive et retournent une valeur de type positive. Et comme la seule valeur de type positif qu'on connaît est xh, regardons ce que cela donne si on la passe à xo. On trouve la valeur 2. Pour xi, on trouve 3. Avant d'aller plus loin, on va juste récupérer les expressions obtenues pour 100 et 125, qui vont nous servir d'exemple pour la suite. Pour résumer, 2 et 3 ne se différencient que par le constructeur utilisé, xo pour 2, xi pour 3. Et donc, c'est comme si xo et xi étaient ces fonctions. Bref, on double l'argument, et on ajoute 1 si la fonction est xi, et on ne fait que doubler l'argument si la fonction est xo. Notez que j'ai indiqué le plus 0, même s'il ne change pas le résultat. C'est juste un petit indice pour la suite. Ainsi, l'évaluation de cette expression est la suivante. xh vaut 1, puis on a la fonction xi, donc on double l'argument, plus 1, 3. Ensuite, la fonction est xo, donc on double l'argument, 6. On double encore, 12. On double plus 1, 25. On double encore, 50. Et on finit en doublant une dernière fois pour un total de 100. Et si on applique le même processus pour la seconde expression, on trouve 1, 3, 7, 15, 31, 62 et donc 125. Mais comment Coq fait-il pour générer cette expression alambiquée? Pour ça, réécrivons l'expression mais sans les parenthèses. On sait que xh vaut 1, on sait que xi correspond à une fonction qui double son paramètre d'entrée plus 1, donc on va remplacer les xi par 1. On connaît aussi l'expression de xo, qui double le paramètre d'entrée plus 0, donc on réalise le même remplacement mais par 0. On obtient donc une expression qui ressemble furieusement à une représentation d'un nombre binaire. Et si on inverse l'ordre des bits, et qu'on calcule le nombre décimal correspondant à chacun des bits, qu'on en fait la somme, on trouve 100. On constatera aussi que le même processus nous permettra de trouver 125. Et là vous vous dites que je suis bien gentil, mais que je n'ai pas vraiment justifié mon processus. Alors je vais essayer de vous présenter cela différemment. On repart de notre expression, on supprime les parenthèses, en se rappelant que xi et xo ne prennent qu'un argument, et qu'on va évaluer cette expression de droite à gauche. On se souvient que xh n'est rien d'autre que 1. Désormais on va appliquer les fonctions itérativement. Et pour ce faire, on va inverser l'argument avec la fonction en ne gardant que le suffixe. Et on recommence, ligne après ligne, jusqu'à la disparition complète des noms des fonctions. Désormais, on va remplacer les O majuscules par des 0 et les I majuscules par des 1. Et H par 1, puisque c'est juste XH, mais que ça m'arrangeait visuellement de n'avoir qu'un seul caractère. Et on retrouve la représentation binaire de 100. Alors oui, c'est toujours aussi peu rigoureux que le processus précédent, mais au moins je n'ai pas eu besoin d'inverser l'ordre des bits, comme précédemment. Bon ok, je complète un peu. Si je multiplie un nombre par 10, par exemple, au hasard, 42, vous savez que le résultat sera 420. On dit qu'on prend le 0 du 10 et qu'on le rajoute à 42. On peut aussi le voir comme un décalage des chiffres de 42 d'un rang vers la gauche. Les unités deviennent les dizaines, qui sont devenues les centaines. Et il faut bien un chiffre pour les unités, donc un nouveau 0 apparaît. Et si j'avais voulu spécifier le chiffre des unités, j'aurais pu faire ceci, ce qui m'aurait donné ce nombre, avec donc le chiffre U en unité. Mettons ça de côté en rajoutant qu'évidemment, U ne peut être qu'entre 0 et 9 inclus. Faisons un autre calcul. 42 fois 2 égale 84. Je vais rajouter une étape et convertir 42 en binaire. Je vous laisse vérifier. Et faire la même chose pour 84. Notez l'indice 2 qui indique justement que ce nombre est en base 2. J'ai isolé le dernier 0 de la représentation binaire de 84 pour montrer que c'est justement celle de 42 suivie d'un 0. Et si l'arrivée de ce 0 vous est moins intuitive que pour 42 fois 10, prenons le temps d'écrire que 2 en décimale correspond à 10 en base 2. Ainsi, on retrouve un 0 qu'on va pouvoir ajouter à la représentation initiale de 42 pour obtenir 84. Ou, comme je l'ai dit précédemment, décaler les chiffres d'un rang vers la gauche. Et donc, encore une fois, faire apparaître le besoin de spécifier le chiffre des unités. Ce que je vais faire en rajoutant U, comme dans le produit précédent. À la différence importante que désormais, U ne peut être que 0 ou 1. Et si, par hasard,
J'avais à ma disposition deux fonctions qui me permettraient de spécifier si je veux que U soit 0 ou 1. Ça serait bien, non? Évidemment, je viens juste de décrire XO et XI. J'espère que cela justifie l'application de XI à H. H est à droite, on le multiplie par 2, donc en notation binaire, on décale H vers la gauche, et l'unité devient 1, car on applique XI qui ajoute 1. On fait la même chose avec XO, donc on décale HI d'un rang vers la gauche, et la nouvelle unité est 0. Je ne vais pas refaire chaque ligne, et j'espère que vous avez compris que la première et la dernière ligne sont les deux côtés d'une même pièce. Pièce qui vaut 100. D'ailleurs, aux approximations de notation près, le processus est réversible. Et c'est d'ailleurs réalisé dans l'autre sens d'un coq. On a une valeur réelle, on a pris la valeur 100 comme exemple, on l'a convertie en binaire, ici c'est la dernière ligne, et on obtient l'expression souhaitée, la première ligne. Ce processus peut être relié à la méthode de Horner, mais je vais me contenter de vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me trouver un polynôme P tel que P de 2 soit égal à 100? Les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. Bon. Et si on retournait dans Coq pour mettre à profit notre maîtrise de cette décomposition des nombres entiers? Est-ce qu'on ne pourrait pas implémenter tout ça dans Coq et prouver quelques propriétés associées? La première chose qu'il va nous falloir est une fonction qui va convertir notre entier de la base 10 à la base 2. Comme il ne nous faut que deux chiffres en base 2, on peut classiquement utiliser les booléens et associer faux à 0 et true à 1. Il nous faudra aussi en stocker un nombre quelconque, donc on va avoir besoin d'un objet de type list. Importons donc les modules nécessaires, ainsi que les notations relatives aux listes qui simplifieront la lecture, mais aussi l'écriture. Très rapidement, on peut définir des listes de cette manière, ou encore ainsi. Cette notation est déjà moins agréable, car il ne faut pas oublier de terminer la liste par une liste. Ici c'est la liste vide, mais j'aurais très bien pu indiquer LST1. Si j'avais défini une variable contenant une liste vide, que cela soit comme cela ou comme cela, Coq se plaint qu'il ne peut pas déterminer le type de la liste. En effet, dans Coq, les éléments d'une liste doivent tous posséder le même type, donc on devra le spécifier à la création de la liste. Et on ne l'a pas spécifié pour les deux premières, c'est juste que Coq a déterminé le type de la liste en fonction du type des éléments. C'est la notion de type implicite qu'on a déjà vue ensemble. La concaténation des listes pourra se faire via la notation infixe ++. Comme vous le savez, chaque nombre entier naturel est soit pair, soit impair, respectivement even et odd en anglais, ce qu'on peut unifier avec ce lemme en n est égal à 2 fois n sur 2 plus est-ce que n est impair. Et quand je dis ça, je ne fais que rappeler les deux constructeurs récursifs de positif, xo et xi. La fonction natod nous renvoie donc un booléen dépendant de la parité de son argument. Et il y a aussi la fonction nativen qui nous renverra le contraire. Même si techniquement c'est natad qui est l'implémentation et natod qui est la négation du résultat de nativen. Pour être complet, la fonction nat b de n, comme son nom l'indique probablement, transforme le booléen en nat, selon les règles mentionnées plus haut. Je vais aussi pas mal me servir de la fonction natdiv2, qui va diviser par 2 l'argument fourni. Et méfiez-vous, car on manipule les entiers, donc le résultat sera aussi un entier, et pas le résultat de la division exacte dans R par exemple. Ainsi, prenez un entier naturel n au hasard, et il y a 50% de chance que n sur 2 soit égal à n plus 1 sur 2. Désormais, il nous faut une fonction récursive, qui prenne un entier naturel comme argument, et retourne une liste de booléens. Et en fonction des valeurs de n, on va retourner la liste vide si elle est nulle, sinon on renverra cette expression. On détermine la parité du bit de poids faible, qu'on va concaténer à l'appel récursif. Cependant, Coq n'est pas content, et a raison. Lors de nos fixed points précédents, on décrémentait n, via le pattern s de quelque chose, et le cas récursif utilisait l'antécédent de n. Or, ici, on récurse avec une valeur qui vaut la moitié de n. Pour ça, on va devoir importer ce nouveau module, et modifier le fixed point en conséquence. Toutefois, ce n'est toujours pas suffisant. Souvenez-vous que Coq a besoin de savoir qu'un fixed point va terminer, et ce n'est pas toujours le cas. Pour l'aider, on va donc ajouter ceci. Cette modification, bien qu'anodine, est plus profonde qu'il n'y paraît. Mais on va s'en contenter pour l'instant, car Coq valide enfin mon programme fixed point. Il ne nous reste plus qu'à tester sur, disons, 42. Et là, de deux choses l'une. Soit j'ai fait une erreur de frappe, soit il manque quelque chose quelque part. Et en effet, j'ai été trop rapide quand notre programme fixed point a été validé. Retournons-y 2 secondes et regardons le message retourné par Coq lors de l'évaluation de notre OPF. Ce dernier génère deux obligations,
c'est-à-dire deux contraintes à résoudre, avant de pouvoir vraiment utiliser notre PF. L'une d'elles l'est automatiquement par coq, il nous reste donc à prouver celle-ci. Et pour cela, on va utiliser la directive nextObligation, qui va nous placer dans le contexte à prouver. On cherche un lemme adapté à notre but, et on trouve celui-ci, qu'on pourra appliquer à notre but. Puis on fait la même chose sur notre but mis à jour. On vient donc de prouver que notre PF va terminer, quel que soit l'argument fourni. Une fois qu'il ne reste plus d'obligations à prouver, on peut enfin utiliser notre programme fixPoint, qui nous fournit le résultat attendu. Maintenant qu'on a une décomposition de notre entier naturel en liste de bits, il ne nous reste plus qu'à développer le fixPoint, qui va prendre cette liste et nous retourner la valeur décimale associée. Je vous propose cette implémentation. Elle prend bien une liste de boolets en entrée et retourne une valeur de type Z. Alors, pourquoi un Z et pas un nat? Parce que cela me permet au passage de convertir un entier naturel de type nat en son alter ego dans Z. Si on étudie le code du fixPoint, on constate qu'on finira par répondre Z0, lorsque L sera la liste vide. Le cas récursif, lui, utilise la notation qu'on a vue précédemment. Un élément de la liste L, noté B, et une liste qui contient tous les autres éléments. Le reste de la liste est passé en argument de notre fixPoint, c'est la partie récursive. On double le résultat de cet appel. Ensuite, selon si B est vrai ou non, on va respectivement renvoyer tail2 ou 1 plus tail2, c'est-à-dire les pendants de XO et XI, puisque tail2 est le double de la valeur obtenue par récursion. En passant, et pour préparer la suite, avez-vous noté qu'un simple fixPoint a suffi, alors qu'il nous a fallu introduire les programmes fixPoint pour nat2bit? Et par corollaire, est-ce que vous avez une idée de la raison fondamentale qui explique ce constat? Je vous laisse y réfléchir, on va y revenir plus tard. Par facilité de manipulation, on pourrait donc définir la fonction Horner suivante, qui composerait les deux fonctions. Et Horner de 42 donne bien 42. Pareil pour Horner de 100 et de 125. Mais le fait qu'elle retourne les mêmes valeurs pour trois exemples risque d'être un peu faible pour les exigeants que nous sommes, non? Comme je le disais, Horner est une fonction qui transforme un nat en Z. Et il existe déjà une fonction dans la bibliothèque standard de Coq qui réalise cette conversion, Z of nat. Donc on pourrait essayer de prouver ce théorème, qui, a priori, ne peut pas être prouvé par pure réflexivité, car ils ne sont pas intentionnellement égaux. On va donc essayer de prouver leur égalité extensionnelle, c'est-à-dire que leurs valeurs sont égales pour tout n, indépendamment de leur façon de l'obtenir. Et pour faire ça, on va faire appel à l'induction via la tactique éponyme. Le cas de base se prouve par réduction puis réflexivité. Le cas héréditaire va nécessiter de trouver une relation entre z of nat de s de n et z of nat de n, relation mise en avant par ce lemme. On a fait apparaître un des membres de l'hypothèse d'induction, donc on peut réécrire notre but ainsi. Désormais, on se retrouve avec une relation entre termes successifs de Horner. On veut qu'elle soit vraie, mais on n'a absolument rien qui nous permette de le prouver. Et la raison principale est que, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, les termes du fixPoint Horner ne sont pas calculés nativement en fonction du terme précédent. J'espère que l'animation précédente vous a aidé à visualiser qu'on établit la représentation binaire d'un nombre entier en décalant celle du nombre entier représentant la moitié du nombre initial d'un rang vers la gauche, et en déterminant la valeur du bit unité. Pour voir ça, redémarrons la preuve, et déployons Horner. Ensuite on revient au cas héréditaire. Intuitivement, je sais qu'on va avoir du mal à continuer, car nat2bits de s de n n'est pas calculé à partir de nat2bits de n. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser l'induction qu'on a vue dans la vidéo précédente, car, pour la proposition que j'ai approuvée, j'ai besoin d'avoir une relation d'implication entre deux indices consécutifs. Or, si on revient sur notre implémentation de nat2bits, le cas héréditaire était le suivant. Et comme vous pouvez le voir, on ne récurse pas sur n-1, mais sur n sur 2. Et c'est pour ça qu'on a dû utiliser le mot-clé program fixPoint, et pas uniquement fixPoint. Et c'est aussi pour ça qu'on a dû prouver cette obligation. Rappelez-vous que, programme ou non, Coq doit prouver qu'un fixPoint doit se terminer, en un nombre fini d'étapes. Les éléments de NAT sont construits à partir de deux constructeurs. O majuscule, qui représente le nombre 0, S majuscule, qui permet de créer les successeurs. Sans surprise, on obtient ces premiers nombres entiers, on prouve P de 0, puis on prend un n quelconque, on fait l'hypothèse que P de n est vrai, et on essaye de prouver que P de n plus 1 l'est aussi. Bref, on prouve que l'implication est vraie, et partout. Donc P de 0 implique P de 1, P de 1, P2, P2, P3, etc. Quand Coq essaye de prouver que le fixPoint se termine, il utilise un processus qui y ressemble. Il prend un élément n, différent de 0,
Et ça tombe bien, dans NAT, ils sont tous du format S de quelque chose, à part 0 évidemment. Et il vérifie que vous l'exprimez en fonction du nombre précédent. C'est-à-dire que l'appel récursif se fait sur un sous-terme, directement connecté à l'argument fourni. Et ici, 2 est structurellement le prédécesseur de 3, puisque 3 est S de 2. En itérant le processus, on terminera forcément sur le constructeur de base de NAT, et en un nombre fini de fois. Et voilà, notre fixed-point termine. Maintenant, tous les fixed-points ne respectent pas ce schéma, et on peut utiliser les programmes fixed-point pour gérer ces cas. Par exemple, dans notre cas, on passe de n à n sur 2, ce que je représentais dans ces 3 animations. Si on voulait calculer notre expression en 4, on devrait d'abord calculer cette valeur en 2, et pour le faire, on devrait commencer par la valeur en 1, et enfin pour 1 en 0. Pour 5, on aurait l'enchaînement 2, 1, 0, et pour 6, on aurait l'enchaînement 3, 1, 0. Il faudra donc faire attention aux arrondis. Bref, les programmes fixed-point n'ayant pas respecté la décroissance structurelle de l'argument, qui permet à Coq de conclure que structurellement le fixed-point se terminera, Coq va nous demander de prouver ses propriétés manuellement. Ici, il nous reste l'obligation suivante. Un nombre entier naturel divisé par 2 est-il toujours plus petit que le nombre de départ? Mon espoir est que vous ayez compris deux choses. Premièrement, l'induction telle qu'on l'a vue jusqu'à présent ne nous suffira pas. Deuxièmement, de par la structure récursive de notre PF, il va être nécessaire de faire apparaître P de n pour prouver P de 2n, ou faire apparaître P de n sur 2 pour prouver P de n. Comme l'induction simple n'est pas suffisante, je vais introduire l'induction forte. Le concept est le même. On veut prouver qu'une propriété est vraie en prouvant trois choses. Qu'un rang peut être prouvé à partir d'un rang strictement inférieur, qu'il y a un rang de base auquel on arrivera obligatoirement, et la propriété est vraie pour ce rang de base. Regardons ce que Coq nous offre pour réaliser cela, en commençant par LTWF. LT sont les initiales de less than, ce qui veut dire moins que. C'est une inégalité stricte, excluant donc l'égalité, comme on le voit ici. Et on reviendra plus tard sur ce suffixe B. LTWF est donc une valeur de type well-founded LT, construite à partir de cette fonction. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais lâchement, je vais me contenter de dire que, in fine, cette variable s'appuie sur l'induction, sur les entiers naturels. Et une relation entre les éléments à manipuler qui prouve qu'il en existe bien des plus petits. Même si l'induction bien fondée est plus profonde que ça. Pour l'instant, ça nous suffira. On va donc remonter d'un niveau et passer LTWF à cette fonction. Rapidement, j'ai passé pas mal de détails pour l'induction simple, et je vais faire la même chose ici. Désolé. On retrouve un type semblable à celui de l'induction sur les entiers naturels. Pour toute propriété P définie sur N, si la propriété est vraie pour tout rang Y inférieur à X, et ce, pour toutes les valeurs de X, alors P est vrai pour tout entier N. Mais est-ce que j'ai besoin de prouver que P de Y est vrai pour toutes les valeurs plus petites que X? Je veux dire, dans le cas qui nous intéresse, je n'ai besoin que de P de N sur 2 pour prouver P de N. Non? Affichons cette expression pour les 10 premières valeurs. Puis, isolons un exemple. Pour prouver P de 6, on a donc besoin que P de 3 soit vrai. Mais, récursivement, P de 3 a besoin de P de 1. Et P de 1 s'appuie sur P de 0. Pour conclure, P de 6 n'a pas besoin que de P de 3, et P de 3 n'a pas besoin que de P de 1, etc., etc. Et on constate évidemment le même résultat pour toutes les autres expressions. Et si on imagine de les prouver dans l'ordre, ce qui n'est pas l'idée la plus incroyable du monde, évidemment, quand on va arriver à prouver P9, on aura déjà prouvé toutes les précédentes. Une autre façon de représenter cela serait de visualiser un crible de ce type, dans lequel on constate qu'évidemment, pour une valeur donnée, on n'a besoin que de quelques autres valeurs. Mais que, plus on considère de valeurs, plus on va utiliser les valeurs précédentes, avec une prédominance des valeurs inférieures, et une dominance totale de la plus petite, puisque c'est le principe de l'induction. On pourrait résumer cela en disant qu'individuellement, dans notre cas, chaque P n'a besoin que d'un seul autre P, mais que tous les P seront nécessaires à un moment ou un autre. Notamment parce que je rappelle que le but de tout ça est de prouver que P de n est vrai pour tout entier naturel n. Bref, cette induction n'inclut pas de contraintes, mais au contraire permet d'être très générale. Et que vous ayez besoin d'un seul prédécesseur, quel qu'il soit, comme dans notre exemple, ou que vous ayez besoin de tous les prédécesseurs pour prouver un rang donné, l'induction forte couvrira vos besoins. Avant de revenir à Coq, j'en profite pour vous poser la question suivante. Contrairement à ce qu'on a vu pour l'induction de la dernière vidéo, dans laquelle P de 0 était explicitement mentionné, pourquoi est-ce que P de 0 n'est justement pas mentionné? Et par corollaire, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'étape d'initialisation? L'idée est la suivante.
Pour x égale 0, la prémisse est toujours fausse, donc l'implication est toujours vraie. Mais cela ne veut pas dire que les conséquents sont tous vrais. Sinon, cela reviendrait à supposer P vrai pour tout entier naturel, afin de prouver que P est vrai. Pour la suite, il faut juste recontextualiser le trou, qui implique P de 0. Et cette implication est équivalente à P de 0, qui doit être vrai pour qu'on puisse continuer. Bref, P de 0 est bien là, et l'initialisation n'a pas disparu. On pourrait même prouver que l'induction et l'induction forte sont logiquement équivalentes. On pourrait même le prouver dans le coq. Bon, maintenant qu'on est rassuré, on peut justement retourner dans le coq. On va donc reprendre notre preuve du théorème précédent en utilisant une induction forte. Et, sans surprise, on va retrouver l'expression qu'on vient de voir. Ici, P de n est Horner n égale Z of nat n. Et on a comme hypothèse d'induction que cette relation est vraie pour tout y inférieur à n. Notez aussi que, comme prévu, il n'y a pas deux buts, qu'on avait pu l'avoir pour l'induction simple, puisque le cas P0 n'est pas isolé. Pour l'instant, on ne connaît aucune propriété de Horner. On sait celle qu'on aimerait que cette définition ait, mais on n'en a prouvé aucune. Alors, essayons de déplier Horner. Et comme cela ne nous a pas plus avancé que ça, on va déplier Z from bits et nat2bits. Notez que ce sont trois objets différents. On a une définition, un fixed point et un programme fixed point. Alors, j'avoue que je ne saurais pas continuer cette preuve dans cet état. Les commentaires sont ouverts, donc vous savez quoi faire. Merci d'avance. Pour continuer, je vais donc encore changer la directive utilisée pour définir nat2bits. Cette fois-ci, on passe de programme fixed point à fonction, qui nécessitera l'import du module regdef. Si on se concentre sur l'annotation mesure, annotation en un seul mot, un programme fixed point prend directement un nat, mais fonction ajoute une indirection supplémentaire, et requiert une fonction qui renverra un nat. On reviendra sur la raison de ce changement plus tard, et je vais me contenter d'utiliser la fonction identité du module datatypes, qui fait ce que son nom indique. Comme tout à l'heure, nat2bits n'est toujours pas vraiment défini. Pas parce qu'il reste des obligations comme précédemment, mais parce que fonction est bien plus simple que programme fixed point. Et la seule chose qu'on a besoin de prouver est que la fonction finit. Ce qu'on va faire comme quand on prouve un lemme ou un théorème. On introduit les variables et les hypothèses, on déplie l'identité, on applique le même lemme que précédemment, et pour prouver que tout successeur est strictement supérieur à 0, on trouve ce lemme qu'on va appliquer à notre but. La création de notre fonction est désormais terminée et on peut l'utiliser. Et comme on peut le constater, on a un peu régressé, puisqu'on n'obtient plus un résultat final. Et pour cause, l'appel à fonction a en fait créé toutes ces variables, que je vais me contenter de vous lister pour l'instant. Alors la question qui se pose à nous est la suivante. Quel va être l'impact de ce changement sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et pour y répondre, rien de tel qu'exécuter le reste du script. Ah, remontons à la première erreur. Ce résultat est attendu car Horner fait appel à nat2bits, et on a vu que cette fonction ne se réduit plus. Quoi qu'il en soit, on va admettre ce cas vu que de toute façon on n'aboutissait pas. Le reste du script, lui, se déroule sans accroc. Par contre, désormais, nat2bits n'est plus un programme fixed point, mais une fonction. Et comme on a vu qu'on ne peut plus la réduire, on va se contenter de déplier Horner pour le moment. Désormais, on va utiliser un des artefacts créés par la fonction de nat2bits. Celui avec le suffixe équation, qui est une preuve que, pour tout entier naturel n, nat2bits est égal à son implémentation. Et on va donc pouvoir réécrire notre but avec ce lemme. C'est un peu le unfold qu'on a perdu en passant d'un PF à une fonction. Avec le gros avantage que celui-ci est lisible. Je vous mets l'autre en commentaire quelques secondes pour le lol. Pour continuer notre preuve, il nous suffit de déterminer dans quel cas se place la variable n. Et pour ça, on va utiliser la tactique destruct. Comme le premier cas va se prouver par réflexivité, de manière triviale, on va le traiter directement, afin de gagner un niveau d'indentation. Ensuite, on va utiliser le fait que nat_odd ne peut être que vrai ou faux. Ce qui signifie qu'on aura deux sous-cas. Et pour exprimer n, on va créer une hypothèse en utilisant le lemme qu'on a déjà vu, grâce à la tactique postproof, qui permet de rajouter une hypothèse en lui fournissant une preuve de cette dernière. Très rapidement, rappelez-vous que diviser un nombre par 2 supprime le chiffre de droite de sa représentation binaire, en décalant les chiffres vers la droite, puis on multiplie par 2, donc ils reprennent leur place, modulo le fameux bit de droite qu'on redétermine en fonction de la parité de n. Parité qu'on connaît déjà, et il nous suffit donc de remplacer sa valeur, puis de réduire pour obtenir l'expression finale de n. Et justement, on remplace n par son expression en réécrivant le but avec p. Pour simplifier, on va utiliser la tactique remember, qui permet d'associer une expression à un identifiant. Ensuite, on aimerait faire apparaître que cette expression peut s'exprimer comme un multiple de 2, ce qu'on va faire via la tactique replace. Désormais, la parité ne devrait pas être trop compliquée à déterminer.
On va chercher un lemme qui concerne la parité d'un double, et réécrire notre but avec. On peut passer à l'expression suivante. Trivialement, la moitié du double est une identité, et on va le prouver via un lemme de ce type. Puis réécrire le but avec, par exemple, ce lemme. Alors, on a un membre de gauche qui commence à ressembler à quelque chose de sympa. Je rappelle qu'on vise un z from bit de nat2bit d'une valeur, x plus 1 ici, inférieur à s de n, afin de pouvoir utiliser notre hypothèse d'induction. On y est presque, mais il nous reste la concaténation de false. Et elle va nous contrarier car, pour l'instant, on n'a absolument aucun lemme qui puisse nous aider. À partir de ce membre, essayons donc de construire un lemme utile. Bon, il n'y a aucune raison de conserver x plus 1, donc on va repasser une variable plus classique, n. Et maintenant, est-ce que vous voyez à quoi ce membre de gauche peut bien être égal? Comme d'habitude, je vous laisse jusqu'à la fin de cette phrase pour faire pause si besoin. Le membre de gauche est donc le double du membre de droite. Et donc extraire false ici va correspondre à doubler la valeur qu'on aurait obtenue sans false. Et Coq le déterminera tout simplement par réflexivité. Et je vous propose de renommer ce lemme ainsi. Mais aussi de faire la même chose pour l'autre lemme qui ne manquera pas de nous manquer. De retour dans notre preuve, il nous suffit de réécrire notre but avec notre nouveau lemme. Voilà une bonne chose de faite. Passons au membre de droite en cherchant un lemme permettant d'extraire le 2. Ce lemme, grâce à une réécriture, permet donc d'arriver à la forme recherchée. Pour mieux visualiser cela, on peut spécialiser notre hypothèse d'induction pour la valeur x plus 1, et l'utiliser pour écrire notre but. Et souvenez-vous que cette expression est Horner, comme on peut le voir via cette tactique. Bref, ce but se termine clairement par réflexivité, car, vu le scope actuel, ce 2 est la notation pour une valeur 2 de type z, et cette expression construit justement un 2 de type z à partir d'un 2 de type nat. Il reste à prouver qu'on avait bien le droit d'utiliser l'hypothèse d'induction, et je vais le prouver par l'IA pour raccourcir une preuve déjà bien longue, et qui n'en est qu'à mi-chemin. Même si techniquement on a déjà fait 90% du travail. C'est pourquoi je vais me contenter de vous fournir la fin d'un seul bloc. Et si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Et voilà, je m'arrête sur ça, on vient de bien de prouver que notre implémentation de Horner via les deux fonctions composées z from bits et nat to bits fournit bien les mêmes valeurs que z of nat. On l'a fait par extensionnalité, c'est-à-dire encore une fois, en prouvant qu'ils fournissent le même résultat, quel que soit l'argument fourni. Si on avait voulu le faire par intentionnalité, il aurait fallu prouver ce but. Mais on va pas le faire. Dans la prochaine vidéo, on arrive enfin à la preuve de la formule de Binet, qui va nécessiter d'introduire un autre type, celui des réels. Comme d'habitude, merci aux courageux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, même si j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui devrais m'abonner pour vous récompenser de votre bravoure. Allez, à plus.